à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Droit devant sur ANews Workwell. Je suis avec Claire Touffet, rédactrice en chef adjointe de la Smart Action DET, dédiée au directeur des SG et environnement de travail, édité par Lefebvre Dalloz. Ce numéro sera consacré à l'intelligence artificielle et la santé-sécurité au travail. Selon l'Organisation internationale du travail, l'OIT, l'IA est déjà adoptée par 12% des travailleurs en France en 2025 et il existe très peu de résistance parmi les 88% restants. Le taux d'adoption varie en fonction des secteurs. Il est de 41% dans les services informatiques, 18% dans la vente, 13% dans la production et de 5% dans les autres secteurs. Et dans ce contexte, les employeurs et les DET doivent se saisir des enjeux de l'IA pour en tirer pleinement parti, tout en évitant les risques d'une intégration précipitée, notamment en matière de santé et sécurité au travail. Et c'est tout le sujet du jour. Bonjour Claire et bienvenue. Merci Claire, bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on entend par intelligence artificielle ? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de définition consensuelle de l'intelligence artificielle, mais par exemple, la Commission européenne, elle a publié sa propre définition en 2018. Pour elle, le terme, ça fait référence à des systèmes qui ont des comportements intelligents, en analysant leur environnement et en réalisant des actions avec une certaine autonomie pour atteindre des objectifs spécifiques. Alors, il y a deux cas de figure. Premièrement, les systèmes d'IA qui peuvent être purement logiciels et agir sur le monde virtuel, comme les agents conversationnels, les logiciels d'analyse d'images ou encore les moteurs de recherche comme Perplexity AI, SearchGPT ou ChatGPT par exemple. Et deuxièmement, il y a les autres systèmes d'IA. Ce sont ceux qui embarquent l'IA dans des appareils comme les robots avancés, les drones, les voitures autonomes ou encore les applications de l'Internet des objets, donc les fameux IoT. Ces systèmes, ils perçoivent leur environnement grâce à des capteurs et ils agissent dessus ou ils s'y déplacent, ce qui demande des mesures de sécurité plus robustes que pour les systèmes d'IA logiciels. Très bien. Et donc, quel est l'intérêt principal de l'IA en matière de SST ? Alors, en matière de santé et sécurité au travail, l'IA, ça peut être vraiment considéré comme une avancée parce qu'elle va permettre d'automatiser certaines tâches physiques ou cognitives qui sont répétitives et ou pénibles. Par exemple, l'IA va permettre de remplacer les travailleurs pour des métiers qui sont dits 3D. 3D, c'est dégoûtant, dangereux et dégradant, tels que la collecte des déchets radioactifs, par exemple. Ouais, j'aimerais pas trop faire ça non plus. On peut comprendre que ce soit intéressant que l'IA remplace ces travailleurs dans ce cas-là. De même, la gestion algorithmique du travail par des logiciels qui incluent l'IA, ça va permettre d'améliorer la coordination du travail, d'optimiser l'affectation des tâches et ainsi réduire la charge et la pénibilité du travail. Selon le rapport de l'OIT d'avril 2025 qui s'intitule « Révolutionner la santé et la sécurité, le rôle de l'IA et de la numérisation au travail », parmi les utilisateurs d'IA, 58% disent utiliser l'IA pour gagner du temps et 84% indiquent l'utiliser pour ajouter de la valeur à leur travail. Les utilisateurs de l'IA, ils déclarent économiser 57 minutes par jour en moyenne. Okay. Et sur les 4% d'utilisateurs les plus performants, ils constatent une économie de plus de 3 heures par jour. Ce sont donc 56% des salariés qui ont recours à l'IA, qui affirment effectuer plus de tâches qu'auparavant, et 81% qui ont déjà constaté des gains de productivité dans leur service. Donc dans ces 56%, plus de tâches qu'auparavant, puisque du coup, ils ont entre guillemets le temps de faire autre chose. C'est ça, ça leur dégage du temps. On verra tout le paradoxe que ça peut amener en matière de SST un peu plus tard dans le podcast. Très bien. Est-ce que maintenant, tu peux nous rappeler le cadre réglementaire de l'IA ? Alors le droit relatif à l'IA, il est encore en construction. Il n'y a pas de loi nationale qui a été votée pour le moment pour encadrer le développement ou l'usage de technologies d'IA. Par contre, au niveau européen, il y a un règlement fondamental qui est l'IA Act, qui a été publié au journal officiel de l'Union européenne en 2024. Et cet IA Act, il va fixer le cadre de conformité des systèmes d'IA qui doit être respecté lors de leur déploiement au travail. Le règlement, il définit en particulier des pratiques interdites, des contraintes de conformité selon le niveau de risque du système, des obligations qui vont incomber aux fournisseurs et aux distributeurs, et il prévoit le partage d'informations en cas d'incident grave. Alors, qu'est-ce qu'un incident grave ? Il y a un incident grave quand il y a un incident ou un dysfonctionnement d'un système d'IA qui va entraîner directement ou indirectement soit le décès d'une personne ou une atteinte grave à sa santé, soit une perturbation grave et irréversible de la gestion ou du fonctionnement des infrastructures critiques, soit la violation des obligations découlant du droit de l'Union européenne visant à protéger les droits fondamentaux, ou encore des dommages graves aux biens et à l'environnement. D'accord, il y a combien de niveaux de risque ? 4 niveaux de risque clairs, notamment les systèmes d'IA à risque dits inacceptables qui, eux, sont interdits. Par exemple, les IA de notation sociale, c'est-à-dire les IA qui se basent sur le comportement social d'un individu pour lui attribuer une note.
Il y a aussi les systèmes d'IA à haut risque pour les droits fondamentaux ou la sécurité qui font l'objet d'une réglementation très détaillée par l'IA Act. Par exemple, ce sont le cas des machines, des appareils et des systèmes de protection qui sont destinés à être utilisés en atmosphère explosive ou encore des équipements sous pression. Si le développement ou l'utilisation du modèle d'IA cause un incident grave, le fournisseur du modèle doit sans retard injustifié réaliser un suivi de l'incident et communiquer toute information pertinente et toute mesure corrective éventuelle à la Commission européenne et aux autorités nationales compétentes. Les fournisseurs ne sont pas en reste puisqu'ils doivent garantir notamment un niveau approprié de protection en matière de cybersécurité des modèles d'IA concernant son infrastructure physique et ce tout au long du cycle de vie du modèle d'IA. L'IA Act a une entrée en vigueur de ces dispositions qui a commencé le 1er août 2024, mais elle est progressive et toutes seront applicables à partir du 2 août 2027. D'accord. Et si on devait avoir une vision plus globale sur la réglementation européenne applicable ? Alors plus globalement, il n'y a pas que l'IA Act. Il faut savoir que l'employeur il doit également respecter le règlement sur les machines. Également le cadre de la santé au travail qui est posé par une directive cadre de 1989, de laquelle viennent découler plusieurs directives sur les lieux de travail, les équipements de travail et également les équipements de protection individuelle. Et enfin, il y a le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, qui s'applique. Oui. Et en matière de risques SST, quels sont ceux qui sont introduits ou accentués par l'IA ? Alors, l'utilisation de l'IA au travail, c'est susceptible de créer ou d'accentuer des risques physiques, en particulier les risques de troubles musculo-squelettiques, donc les fameux TMS, mais aussi de la fatigue oculaire, les risques liés à la réalité virtuelle et les risques mécaniques. En fait, en automatisant plus de tâches répétitives, comme on l'a vu précédemment, l'IA elle va pousser les travailleurs à consacrer plus de temps aux tâches de réflexion, qui se déroulent généralement en position assise devant un écran, ce qui engendre une posture sédentaire, qui est donc propice au risque de TMS et de fatigue oculaire. De même, un excès de confiance dans l'utilisation de l'IA sur une technologie robotique, ça va augmenter le risque d'accident dans l'interaction homme-machine, le risque de chute et le risque lié aux vibrations. Okay. Ça peut notamment être le cas lorsque l'IA est incluse dans un robot qui porte des charges lourdes dans une zone où des travailleurs se déplacent, ou alors quand un robot guidé par l'IA porte en hauteur un travailleur. L'usage de l'IA doit donc être supervisé par un humain dans ce type de tâches dangereuses. Oui, alors d'ailleurs, je voulais vous donner un exemple pour que ce soit plus concret. C'est pas très joyeux, mais bon, voilà, je trouvais ça important de le savoir. Peut-être que vous le connaissez déjà, cette information. Il y a eu un accident en Corée du Sud qui s'est déroulé en 2023 et ça se passe dans une usine de triage de poivrons. Donc, le salarié il était en train de vérifier si le robot était aux normes avant sa mise en route et il a été saisi par le bras robotique avant d'être malheureusement violemment plaqué contre un tapis roulant et ça lui a écrasé le visage et la poitrine. Initialement, donc, la mission du bras robotique, c'était de soulever en fait des boîtes de poivrons, de les transférer sur des palettes et lors de l'accident, le robot aurait, selon les autorités locales, confondu l'homme avec une boîte de légumes dont il est habituellement chargé de la gestion. Donc ça rejoint ce que tu dis, faire extrêmement attention. Attention, et on voit bien l'importance de respecter justement le règlement machine, toutes les règles en termes de sécurité, et en fait de mettre des garde-fous sur les systèmes d'IA en termes de sécurité. Et je sais qu'il y a certaines entreprises qui le font, notamment dans l'exemple que tu as donné en Europe, sur le fait que la machine sache reconnaître un humain et que le système s'arrête, se mette en sécurité lorsqu'il est trop près d'un humain. Tout à fait. Et alors, en termes d'exosquelettes, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Alors, c'est un exemple assez parlant puisqu'on en entend beaucoup parler des exosquelettes. Donc, c'est des équipements articulés avec un moteur et qui est fixé sur un des membres pour en faciliter le mouvement. Donc, les nouvelles possibilités que couvre l'IA, ça permet de la mettre en place. Mais il faut qu'il y ait une bonne ergonomie qui s'en suive. En fait, de ces exosquelettes, parce qu'un exosquelette qui va à une personne ne pourra pas forcément aller à une autre suivant la physiologie. Il peut y avoir l'excès de confiance. Donc on se repose trop sur trop sur la machine, ou alors justement faire beaucoup plus de gestes. L'idée, si tu veux, c'est que ça, du coup, donc on accentue, on y va. On fait trop fort. Et on se fait mal. Donc, au lieu de réduire les troubles musculo-squelettiques, on risque de les accroître. Donc, il faut bien évaluer. Sans engendrer d'autres problèmes. Voilà. Donc, il faut vraiment toujours bien évaluer si la mise en place est possible ou non. D'accord. Est-ce que ces risques sont uniquement physiques ? Malheureusement, non. Je dirais les risques engendrés par l'IA ne sont pas que physiques. Ça peut également engendrer des risques psychosociaux, donc les RPS. Parce que l'IA, comme toute innovation, ça peut améliorer la productivité du travail. On l'a vu avec les gains de temps déclarés par les utilisateurs de l'IA. Mais en un temps donné, un volume plus grand de tâches peut être réalisé
ce qui peut permettre temporairement, comme tu l'as dit, d'avoir plus de temps libre pour les travailleurs, mais ils sont davantage poussés par tendance en fait, à réaliser plus de tâches chaque heure. Il y a donc un risque de surcharge cognitive important du fait de l'introduction de l'IA dans leur travail. L'IA, elle assiste aussi les travailleurs dans leurs tâches et elle peut les remplacer partiellement ou totalement, ce qui fait craindre un risque de déficit d'autonomie dans la réalisation des tâches par les salariés, entraînant ainsi malheureusement une augmentation des RPS. Le changement de la nature des tâches et la hausse du niveau de responsabilité, ça peut aussi être à l'origine d'un déficit de formation pour les salariés qui génère des RPS supplémentaires. C'est d'ailleurs ce que montre la récente étude Surveillance numérique, gestion algorithmique et plateformisation du travail en Europe, qui a été réalisée par le Centre commun de recherche de la Commission européenne. Cette étude, elle vient révéler que 37% des répondants affirment que leur employeur utilise l'IA dans une optique de surveillance des heures de travail et 36% pour contrôler les heures d'entrée et de sortie. Ah oui. Donc on voit bien qu'il y a aussi un risque de flou entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés. Tout à fait. Et pour 24% des personnes interrogées, leurs horaires de travail sont établis automatiquement grâce à des outils d'IA et 21% ont leurs tâches priorisées automatiquement par de l'IA. Donc on voit bien le risque de perte d'autonomie des travailleurs à travers ces chiffres. Il existe d'autres risques ? D'autres risques, en effet, de discrimination, d'anxiété à cause de l'insécurité de l'emploi, puisqu'en effet, si le déploiement de l'IA, ça peut contraindre certains salariés à se reconvertir professionnellement aussi du fait de l'obsolescence de leurs compétences, voire de leur poste. Oui, mais c'est ce qui ressort beaucoup sur l'IA en ce moment, les travailleurs qui ont peur que l'IA leur pique leur travail. C'est très compliqué, on verra ça d'ici, j'allais dire quelques années. Oh non, ça ira assez plutôt que ça, peut-être. Malheureusement. Mais bon, il paraît que ça va développer des nouveaux métiers, alors on verra ça. Puisqu'on sait que l'IA peut être de source de nouveaux risques SST, quelle démarche de prévention mettre en place à ce moment-là ? Alors avant de déployer l'IA, l'entreprise elle doit procéder à une démarche d'expérimentation et d'évaluation des risques. C'est-à-dire que l'employeur il doit toujours garder l'option de retirer l'outil d'IA en fonction des résultats de cette phase. Le service HSE, donc Hygiène, Sécurité et Environnement, il va réaliser une évaluation des risques et proposer des mesures de prévention à mettre en place suivant les risques posés par l'IA. Le document unique d'évaluation des risques professionnels, donc le DURP, dans ce cas-là, il doit être tenu à jour au fur et à mesure de la mise en œuvre de l'outil d'IA. La prévention, ça passe aussi par la formation, ce qu'elle va permettre d'avoir des travailleurs compétents, confiants et bien préparés pour manipuler les outils d'IA. Elle doit assurer la bonne compréhension du fonctionnement des systèmes, leurs enjeux éthiques, le cadre réglementaire qu'on a vu et les risques qui sont soulevés par l'IA. Et les acteurs de la prévention, tels que les employeurs, les représentants du personnel, les directions des systèmes d'information et les responsables HSE, ils doivent également être formés au sujet de l'IA et ne pas oublier non plus les développeurs des systèmes d'IA qui, eux, doivent être formés à la santé et sécurité au travail pour qu'ils puissent appliquer les principes généraux de prévention et ce, dès le développement du dispositif d'IA. Tu as évoqué les représentants du personnel, mais il me semble qu'il y a eu récemment des décisions sur ce point. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? En effet, Claire, plusieurs décisions des tribunaux judiciaires de Nanterre, Créteil et Paris, donc c'est des décisions de première instance, qui ont été rendues sur le lien entre les outils d'IA et la consultation des comités sociaux et économiques, donc les CSE. Dans ces affaires, le déploiement des outils d'IA dans les entreprises ne s'est pas forcément effectué dans le cadre du dialogue social. Or, l'article L2312-8 du Code du travail, il impose la consultation du CSE lors de l'introduction de nouvelles technologies et ou de tout aménagement important dans l'entreprise. Ce qui en ressort de ces décisions, c'est que lors d'un déploiement d'outils d'IA, le CSE il doit faire l'objet de ce qu'on appelle une information-consultation avant la mise en œuvre du déploiement de l'outil. À défaut, l'employeur il va pouvoir être condamné à suspendre l'utilisation des outils d'IA jusqu'à ce que l'information-consultation soit faite et possiblement cela peut être sous astreinte financière par jour où l'information-consultation n'aura pas été faite. Précision intéressante apportée par le tribunal judiciaire de Paris dans sa décision du 2 septembre 2025. La consultation elle est nécessaire pour une plateforme d'IA qui est mise à disposition des salariés qui vont l'utiliser, mais elle a jugé que ce n'était pas nécessaire pour un outil conversationnel. Et enfin, est-ce qu'on peut faire de la prévention avec l'IA ? Tout à fait. Elle peut aussi être utilisée en prévention, notamment en permettant la détection d'anomalies ou en faisant de l'analyse prédictive. Pour l'environnement de travail, ça peut notamment être via les systèmes qui sont liés à la gestion technique du bâtiment,
pour adapter l'éclairage ou encore le chauffage dans les locaux, suivant la présence des collaborateurs ou encore suivant les conditions météorologiques. Si on suit les conditions météorologiques liées avec de l'IA, on peut adapter le chauffage dans les locaux. Ouais, la maintenance des appareils aussi, très important. Ça peut anticiper l'arrêt total d'un appareil. Savoir quand l'appareil va tomber en panne. Suivant la maintenance, ça peut vraiment apporter une grande aide aux Totalement, en termes de RSE, travail. C'est quand même très bien. Parce que c'est vrai que l'IA, elle peut réaliser des prévisions d'une grande justesse. C'est tout l'intérêt. Elle est capable de classer des cas et des scénarios avec un faible taux d'erreur, là où un humain traitera ces mêmes cas que lentement et séquentiellement, ou en construisant manuellement un arbre de décision avec peu de paramètres. Grâce à la fonctionnalité de recommandation, l'IA, en fait, elle priorise les possibilités et recommande des choix avec une vitesse et une précision qui sont supérieures à l'être humain. Pour terminer, l'IA, elle collecte les données en temps réel sur le lieu de travail, les travailleurs et leurs activités. Elle communique ces informations aux décideurs et elle peut automatiser ou semi-automatiser la décision. Et donc, on voit que la prévention des risques professionnels, elle s'en trouve à améliorer et optimiser. Bon, c'était pas très joyeux au début par rapport à l'IA et toute cette nouvelle technologie, mais finalement, on s'en sort bien à la fin, parce que l'IA, ça sert quand on s'en sert bien, quand on est bien formé et quand on l'utilise pour les bonnes choses. Bon, merci beaucoup en tout cas Claire Touffet pour cet échange très constructif, hyper intéressant, et puis on se retrouve très bientôt. Merci à toi, à bientôt.